Bienvenue à tous, c'est le débat de France 24. L'ours russe rugit à nouveau. Le sommet du G8 s'ouvre demain en Allemagne, sur les bords de la Baltique, dans une atmosphère tendue entre la Russie et les Occidentaux, qui a effectivement un arrière-goût de guerre froide. Hier, dans une interview à plusieurs journaux des 8 pays, Vladimir Poutine a encore tapé du poing sur la table à propos du projet de dispositif antimissile américain en Europe de l'Est, laissant entendre qu'en réponse, Moscou pourrait orienter ses missiles balistiques sur de nouvelles cibles en Europe. George Bush a beau s'efforcer d'apaiser la Russie, protester à nouveau que ses intentions sont pacifiques, rien n'y fait. Moscou se sent menacé ou fait mine de se sentir menacé. De même, face aux critiques sur sa politique de restriction des libertés publiques, les atteintes aux droits de l'homme en Russie, le président Poutine joue l'ironie. Il s'abrite derrière le dernier rapport d'Amnesty International, très dur envers les Américains, effectivement. « Je suis le seul pur démocrate au monde, dit-il, depuis la mort de Gandhi. Je n'ai plus personne à qui parler. » Alors nous en parlons ce soir et nous avons sur ce plateau Pierre Servant, expert militaire, enseignant au Collège interarmé de défense. Nous avons Piotr Muszynski, journaliste à RFI à Newsweek Pologne. Et nous avons le conseiller à l'ambassade de Russie en France, Sergueï Parinov. Bonsoir messieurs. Alors, pourtant Poutine lui-même a dit oui, on va revenir à cette époque. Dans l'interview au Figaro, qu'on a pu lire nous dans le Figaro, c'était assez clair hier. Je crois que c'était plutôt une plaisanterie puisque la Russie en fait n'a jamais utilisé ce terme de guerre froide. C'est assez dangereux, je crois qu'il faut rester plus prudent quand même sur la terminologie. Rien n'est plus facile que coller l'étiquette la guerre froide est de retour et agir en conséquence. Il serait pourtant plus judicieux de reconnaître qu'il y a des tensions assez importantes, mais qu'il est de notre devoir de éviter que ces tensions dégradent en une nouvelle guerre froide. Et quand on dit, en l'occurrence, quand Poutine dit je vais orienter peut-être, la Russie va réfléchir à orienter ses missiles sur d'autres cibles en Europe, c'est une plaisanterie aussi? D'autres cibles en Europe, ça n'a pas été dit. Il a dit que pour cible seront prises les installations de boucliers antimissiles américains si telle installation prend place. C'est quand même un vocabulaire un peu musclé. Hein, c'est un vocabulaire assez musclé, mais c'est une réaction, d'autre part, tout à fait naturelle à des menaces que nous estimons importantes et qui ont surgi en dépit de tous les accords qui existaient auparavant entre la Russie et ses partenaires. Je me permets pourtant de rentrer un peu dans l'histoire, puisque la seule chose dans le monde qui survient comme ça tout à coup, c'est les chatons. Et déjà, c'est pas tout à coup, mais pour gâcher la vie des autrui. Il y a 20 ans seulement, tout le monde applaudissait la perestroïka gorbatchevienne, la chute du mur de Berlin. Et tout le monde nous jurait l'amitié éternelle, la détente, etc., etc. Entre autres, on nous a promis que l'infrastructure militaire de l'OTAN ne dépassera jamais la frontière de l'Allemagne de l'Est. Où sont ces promesses aujourd'hui? On prétend que le projet de bouclier antimissile n'est pas destiné contre la Russie, mais nos experts ont des doutes, et personne n'a jamais rien fait pour les dissiper. Alors justement, cette participation qui est proposée aux Russes. La participation proposée porte un caractère assez illusoire, comme l'a dit le président d'ailleurs dans son interview. Ce que les Américains ont proposé, c'est utiliser les missiles balistiques russes pour tester le niveau de fiabilité de ce système, c'est-à-dire utiliser nos missiles comme cible. Bon, c'est la coopération quand même qui reste entre guillemets. Mais sur le fond, puisqu'il s'agit au fond de défendre l'Europe de l'Est contre une éventuelle attaque de missiles iraniens, c'est ça. Et justement, à ce niveau-là, il y a des problèmes et des questions que les experts posent. Bon, on laisse à côté tout de suite l'éventuelle menace coréenne, puisque disposer des systèmes anti-coréens en Europe de l'Est, ce serait absolument idiot. Bon, on parle des pays proliférants comme Iran. Déjà, on connaît qu'en ce moment, Iran n'est pas en possession de missiles de longue portée. Et il ne sera pas capable de s'en doter dans une perspective envisageable. Déjà, pour des raisons techniques, son territoire, par exemple, n'offre pas de champ de tir d'une étendue suffisante pour effectuer les essais. Donc, à côté de ça, il y a beaucoup trop de si. Si il obtient la technologie, s'il parvient à acquérir le matériel et les machines nécessaires, si, et tous les si sont couverts par des régimes de non-prolifération dont la probabilité est quasiment nulle. D'autre part, si on parle de la protection de l'Europe,
il est facile de s'apercevoir que techniquement, il serait plus logique de déployer le radar et les intercepteurs plus au sud, par exemple en Grèce ou en Italie. En ce moment, le système pourrait couvrir toute l'Europe et ne serait pas situé sur d'éventuels trajets des lancements russes. Personne ne parle des lancements russes en direction des États-Unis, mais quand même, le site proposé est idéal pour intercepter des lancements provenant de territoires de la Russie. D'autre part, le système proposé reste évolutif, car il est évident que les régions sud, surtout sud-est de l'Europe, restent ne pas couverts. Le sud-est de la France, l'Espagne, la Portugal ne sont pas protégés par ce système. Donc, il faudra en accroître le potentiel. Et vous savez que c'est le premier pas qui compte. Après, c'est l'engrenage. À ma connaissance. Maïnov, est-ce que Vladimir Poutine avance masqué dans ce sommet du G8? Autrement dit, est-ce que derrière ce pataquès, comme disait tout à l'heure Pierre Servan, il y a d'autres revendications, Kosovo, autre chose, quelque part plus importante ou plus réelle ou plus tangible pour la Russie? Je ne crois pas que ces dossiers, notamment le bouclier antimissile et Kosovo, soient liés. Ce sont deux problèmes distincts sur lesquels nos visions avec nos partenaires occidentaux divergent. C'est tout. Alors ils vont être mis sur la table en même temps. Ils vont être mis sur la table en même temps ou à tour de rôle, mais il n'y a pas de lien entre les deux. Ça veut dire que pour vous, ça a vraiment une importance. Mais c'est une question d'honneur, au fond. Si vous permettez, je veux rentrer encore une fois un peu dans l'histoire et redessiner le contexte militaire dans lequel la Russie se retrouve-t-elle actuellement. D'abord, en 2002, sauf erreur de ma part, malgré les efforts prolongés et continus de la Russie et de plusieurs de ses partenaires, dont la France, les Américains ont dénoncé le traité ABM, qui constituait, à notre avis, un des piliers de la sécurité et de la stabilité internationale, au niveau global. C'était un traité entre deux superpuissances qui limitait leurs ambitions en matière de création d'une défense antimissile absolue. Défense absolue, la menace zéro, ça n'existe pas. La défense est toujours illusoire, mais qui pourrait justement donner cette illusion de toute-puissance et d'impunité. Donc ça veut dire que la Russie considère que ce sont les États-Unis qui relancent la course aux armements? Justement, ce sont les États-Unis qui ont dénoncé le traité ABM. Un autre élément crucial de la stabilité en Europe, c'est le traité FCE. Je me permets de signaler que dans le cas de ce traité, en fait, la Russie a procédé... Qu'est-ce que c'est FCE? Le traité sur les forces conventionnelles en Europe. Un traité qui limitait les potentiels militaires conventionnels, qui plafonnait les potentiels militaires entre l'OTAN et le pacte de Varsovie. Mais si on vous dit que ça ne vous menace pas, c'est-à-dire que ça n'est pas contre vous. Si cela ne nous menace pas, pourquoi aucun de nos partenaires n'applique pas ce traité? Je me permets de vous rappeler que les nouveaux membres de l'OTAN, la Bulgarie, la Roumanie, l'Hongrie, la République tchèque, sont toujours considérés comme les pays appartenant au bloc Est, malgré qu'ils sont des membres de l'OTAN. Mais ça veut dire quoi le bloc Est aujourd'hui? C'est-à-dire leur potentiel militaire dans le cadre et dans les clauses du traité FCE, leur potentiel militaire se rajoute et sont comptés avec le potentiel militaire conventionnel de la Russie, ce qui n'est pas le cas depuis longtemps. Les nouveaux membres de l'OTAN, les pays baltes, n'ont pas signé ce traité. Et ces signataires, qui l'étaient depuis longtemps, n'ont pas ratifié le traité modifié en 1999.